Je remercie donc chaleureusement les Bio du Gers de m'inviter donc pour cette présentation sur la matière organique des sols. Et donc quand Quentin m'en a parlé, j'ai pensé à un agriculteur donc qui n'est malheureusement pas là, Jacques Roca, qui est à côté de Muret et qui a une longue expérience en non-labour en agriculture biologique et qui depuis une dizaine d'années a réussi à mettre en place une rotation longue assez intéressante en agriculture biologique. Donc je me suis pas non plus présenté, donc je m'appelle Pierre Felet, je suis animateur grande culture à Érable 31 et donc Érable, c'est le groupement des agriculteurs bio de Haute-Garonne. Pourquoi Érable? Parce que ça veut dire ensemble pour représenter l'agriculture biologique, locale, écologique et solidaire en Haute-Garonne. Donc voilà, les fondateurs il y a 10 ans se sont creusés la tête pour trouver un nom un peu voilà. Et grâce à eux, à chaque fois, on est obligé d'expliquer ce que veut dire Érable 31. Voilà. Donc, je voulais, avec Jacques, vous présenter, en fait, vous restituer le contenu d'une rencontre technique qu'on a fait lors d'une demi-journée le 3 octobre 2017. Donc, chez Jacques, où il y avait à peu près une dizaine d'agriculteurs présents. Donc, on a passé le début de l'après-midi parce qu'il pleuvait sous son hangar et ensuite, on est allé sur une parcelle de colza. Donc, au niveau de la localisation, pour vous expliquer où se situe la ferme de Jacques Roca, donc c'est ici c'est au sud de Toulouse et un peu au sud-ouest de Muret. Donc ensuite une photo aérienne, donc là on voit Muret ici et là on a la Garonne qui passe à côté. Et donc rapidement aussi, une carte géologique pour vous expliquer qu'il est sur la basse terrasse de la Garonne. Et donc au niveau de ces sols, ce sont des boulbènes. Et donc, la basse terrasse de la Garonne, il y a deux types de boulbènes présents sur son exploitation. Des boulbènes limoneuses assez profondes, avec sur argile ou cailloutis, donc qui font entre 50 à 60 cm de profondeur et qui ont un drainage assez important. Et il a aussi des boulbènes superficielles, où le grep est un peu plus près de la surface du sol, donc 30 à 40 cm. Et là, on retrouve les contraintes des boulbènes, donc c'est humide en hiver parce que ce sont des terres non drainées, donc sol asphyxiant. Au niveau de l'irrigation, il n'a pas d'irrigation présente sur l'exploitation. Et donc ensuite, il y a certaines parcelles aussi avec beaucoup de présence de cailloux, donc au niveau usure matérielle, c'est assez particulier. Et donc au niveau de l'historique, ça je voulais qu'il le présente. Donc il s'est installé en 1997, seulement sur 2 hectares, installation hors cadre familial. Et il a commencé directement en agriculture biologique par la culture du pastel et un petit peu de légumes, et en même temps il était double actif. Ensuite il s'est agrandi avec l'achat de 36 hectares en 2011. Il a commencé un petit peu la vente directe avec quelques légumes secs, lentilles et pois chiches. Et puis ensuite, il a développé à partir de 2010 la transformation à la ferme. Il a acheté une presse et il s'est mis à faire un peu plus d'oléagineux, donc tournesol colza. Et ensuite lin, et puis il a continué à s'agrandir. Et actuellement, donc l'exploitation fait 112 hectares et dont 38 en propriété. Voilà. Et donc ensuite, ça c'est le cœur un peu de ma présentation. Quand je suis allé le voir la première fois, je lui ai demandé quelle rotation il mettait en place actuellement. Et donc il m'a expliqué, et ça m'a paru très intéressant parce qu'il y a 7 cultures différentes qui s'enchaînent. Et donc voilà, il commence, sa tête de rotation, c'est soit une association lentilles-caméline, soit un pois chiche. Donc ensuite en vert, je vous ai mis les rendements moyens à peu près qui sortent, sauf pour le colza, là j'étais un peu... c'est plutôt 16 quintaux qui sort en moyenne, pas forcément 20. Mais donc du coup voilà, 7 cultures qui s'enchaînent avec maintenant depuis 5 ans des couverts végétaux aussi, soit à base de trèfle violet qui est semé dans le blé en mars, au printemps, soit ensuite soit de la févrole s'il réussit pas à faire. La même chose après triticale avant le lin, et ensuite avant sarrasin, il essaye aussi de faire un couvert de févrole. Ça c'est une rotation moi qui m'a rappelé en fait mes cours d'agronomie quand j'étais étudiant. Puisque c'est le début de la rotation, la partie tête de rotation légumineuse, ensuite un colza, un blé et ensuite une culture d'été ou une culture de printemps. C'est la rotation de Norfolk. Donc je ne sais pas si vous la connaissez ou si elle est encore présentée en lycée agricole ou en école agronomique. C'est le principal facteur en fait qui a déclenché la première révolution agricole moderne au XVIIIe siècle. En fait, c'est une rotation qui a été développée par des agriculteurs en Angleterre, donc dans le comté de Norfolk.
Avant, les rotations étaient triennales. Il y avait une année de jachère vraie, où justement c'était comme en Espagne, en fait, c'était une année où on ne produisait rien, et c'était l'année où les agriculteurs faisaient des faux semis à répétition pour déstocker les mauvaises herbes, et c'était le moment aussi où ils fumaient les terres. Et ensuite, il y avait même du package nocturne, c'est-à-dire la nuit, ils laissaient les troupeaux de brebis, souvent plus de brebis, sur les parcelles pour les enrichir en matière organique. Là, l'innovation, ça a été en Angleterre d'abord, puis ensuite ça s'est diffusé au 19e siècle en France, surtout d'abord dans le nord de la France, de remplacer cette jachère-là, qui a ensuite été suivie d'une culture d'hiver, souvent un blé ou un seigle, et ensuite une céréale de printemps, avoine ou orge de printemps. La gestion sur le long terme de la fertilité de ces sols. Donc en fait, il a, je sais même pas s'il a de charrue. Je crois qu'il en a jamais acheté. Il s'en fait prêter parce que quand il a racheté des terres ou qu'il a pris des fermages, il y avait des prairies, donc pour les arracher, il a utilisé. Mais sur les terres en propriété, il a jamais utilisé de charrue. Donc il a un recul assez important, on va dire, en non-labour. Au niveau de l'intégration des couverts végétaux, il s'est mis il y a 5 ans à essayer d'en faire de plus en plus, même si c'est surtout l'organisation et le temps de travail qui le pénalisent sur ça. Et donc ensuite, au niveau de comme c'est des boulbènes quand même, pour corriger l'acidité de ces sols, il chôle tous les 2 ans avec de la chaux magnésienne, 1 tonne hectare, pour bien corriger l'acidité. Et ensuite, il utilise aussi des scoritomas à 500 kg hectare, de la même façon pour essayer d'apporter aussi du phosphore et puis un peu de cholet. Donc ça, c'est ce qu'il fait en routine pour que les sols travaillent bien. Et ensuite, depuis peut-être 5 ans aussi, il enrobe systématiquement ses semences avec une préparation maintenant qu'il prépare lui-même, une préparation biostimulante. C'est en gros une fermentation sans air d'un mélange, c'est de la farine d'orge, de blé et d'avoine, qui mélange surtout avec de l'eau de pluie ou de l'eau qui n'est pas calcaire. Il laisse macérer pendant 3 mois, il filtre, ensuite il dilue à 10% à peu près, et puis il applique à 5 litres par quintal de semences. Et il dit qu'une semaine avant, même ça ressèche, et ensuite il sème ces semences-là. Et au niveau de la vigueur, on n'a pas encore fait de test, mais avec des agriculteurs qui ont semé en bio des colzas, pas trop loin, c'est à Longage, donc c'est aussi sur des boulbènes, qui avaient semé même plus tôt que Jacques, et au niveau de la vigueur germinative et au niveau du développement de son colza, et le colza de Jacques était un peu plus en avance par rapport à celui de l'autre agriculteur en bio, dont c'était la première année qu'il essayait de colza. Voilà. Au niveau de ses résultats, du coup, après 20 ans sur les meilleures parcelles, il est en boulbène, mais il a aucun problème de battance. Enfin, il m'a dit qu'il en avait très peu. Et il n'a pas de houe rotative, il n'a pas d'outil qui peut corriger ça. Et ensuite, il a une assez bonne structure du sol quand même sur les 30 à 40 premiers centimètres. Et il a certaines parcelles, donc on n'a pas encore mesuré, mais ce sera peut-être mon travail cet hiver, des parcelles avec de fortes populations de vers de terre. Et ensuite, les limites, quand même, c'est que lors de cette rencontre, on a fait aussi un profil quand même un petit. À partir de 40-50 cm, dans certaines parcelles, il a une zone de compaction au-dessus du grep, qui est un peu problématique. Au niveau salissement, il a quand même un salissement des fois problématique en raigrats, vesses, moutarde et chardon. Donc la vivace qui se développe le plus. Et ensuite, au niveau des couverts végétaux, donc en année sèche, il a du mal à les implanter, voilà. Mais il va essayer de développer ça. Et donc ça, c'est le premier itinéraire technique. Je pense je vais vite passer là-dessus. Mais en gros, pour gérer les adventices, en fait, ce qu'il fait, c'est surtout des faux semis. Donc il déchaume avec un cover crop. Et ensuite, il va passer un chisel avec un rouleau lisse pour faire un premier faux semis pour essayer de faire lever le maximum d'adventices à pas plus de 25 cm de profondeur. Et ensuite, il passe avec un vibroculteur à pas de doigt pour déstocker, en fait. Il déstocke, voilà. Et ensuite, là, c'est l'itinéraire avec la caméline. Vous avez les rendements moyens ici. Ensuite, je me suis amusé, moi, à faire le calcul du résultat économique de toutes ces cultures. Et au niveau de la lentille, donc le rendement moyen, on a mis 7,5. En caméline, c'est moins d'un quintot par hectare. Ensuite, j'ai défalqué l'autoproduction de semences. Ensuite, on a ces prix, parce que je vais vous expliquer, il fait beaucoup de ventes directes. Donc, il est en majorité sur les ventes directes en lentilles, pois chiches. Il fait de l'huile de colza, de tournesol, un petit peu de lin aussi, même s'il le vend plus en coopérative. Et donc voilà, là, j'ai calculé son produit brut. Et ensuite, j'ai enlevé le coût des semences, coût des engrais, la consommation en carburant, le coût de la consommation en carburant et ensuite tri et emballage, puisqu'il fait trier aussi par entreprise et il emballe lui-même.
Et du coup, ça donne une valeur ajoutée brute par hectare à cette culture-là, à cette association-là. Voilà. Donc là, vous avez les autres itinéraires techniques, mais si vous avez des questions, après, on pourra y revenir si vous voulez. Donc là, il y a les mêmes choses pour le pois chiche, où c'est un petit peu moins important. C'est au niveau du prix, il les vend un peu moins cher, les pois chiches. Le colza, voilà, il bine son colza du coup. Et cette année, il en a aussi un petit peu semé en plein, puisqu'il était un peu en retard, à 6 kg hectare. Du coup, il va voir si jamais c'est sale, il va biner pour refaire des rangs et éclaircir. Si jamais ça va à peu près, il va voir comme ça, à 6 kg. Et voilà, de son expérience, ça fait à peu près peut-être 5-6 ans qu'il le maîtrise assez bien. Il a passé 3 ans sur colza au départ avec des rendements de 2 quintaux, 3. Et maintenant, il réussit quand même à peu près chaque année entre, donc j'ai mis les rendements ici, 10 et 22 quintaux en colza. Pareil, ça c'est, voilà. Donc là, au niveau du produit brut, il y a aussi, pour la caméline et pour le colza, il y a la vente de l'huile et la vente des tourteaux aussi, de colza. Voilà, et de tournesol, on verra. Donc là, c'est les itinéraires en blé tendre. De la même façon, c'est chisel, puis faux semis. Rien de très particulier. Il passe la RC tri. Du coup, il a arrêté un peu de la passer à l'aveugle, puisqu'il n'a pas trop le temps. Il est sur 112 hectares et il est seul à faire tout ça. Mais du coup, il essaye, s'il la passe plutôt, on va dire, au printemps plutôt, donc mi-février ou mi-mars, ça dépend. Il essaye en même temps, du coup, de semer un trèfle violet à la volée, à peu près à 20 kg hectare, pour avoir un couvert végétal déjà développé quand il récolte son blé ou son triticale. Au niveau des résultats, au niveau du blé tendre, comme il le fertilise pas mal, ça lui pénalise un petit peu sa marge, sa valeur ajoutée. Et en fait, en triticale, comme c'est une plante plus adaptée à ces sols et qui fertilise quasiment pas son triticale, puisqu'en fait ça c'est juste le chaulage, il a des meilleurs rendements en triticale en fait et une meilleure valorisation. Le triticale, il la vend à des éleveurs, voilà, de Haute-Garonne. Le tournesol de la même façon, on pourra y revenir si vous avez des questions. C'est le résultat économique du tournesol, donc de l'huile et des tourteaux vendus, donc à 1200 € hectare. Ensuite, ça c'est le lin aussi qui fait avec des rendements à peu près à 10 quintaux. Le lin, il le vend surtout en coopérative puisqu'il avait fait un peu d'huile, mais il vend son huile à 2,50 € le litre. Et en fait, lors de cette rencontre, en discutant, il y a des éleveurs qui lui ont dit mais tu le vends pas assez cher ton huile de lin en bio. Normalement, enfin même de l'huile conventionnelle pour l'entretien des boiseries en biocoop, enfin pas en biocoop plutôt, si en biocoop peut-être, mais chez Monsieur Bricolage ou des magasins ça se vend beaucoup plus cher. Donc en fait, je sais pas s'il va changer le prix de son huile de lin. Et pour l'instant, il le vend en coopérative parce que c'est quand même plus intéressant. Donc là, c'est le prix COP ici et il en transforme très peu d'huile de lin. Voilà. Donc là, on a le sarrasin, la particularité où il utilise la variété Zita, qui est une variété avec une floraison assez déterminée pour pas avoir de perte à la récolte. Voilà. Et ça, c'est le résultat du sarrasin, à peu près. Ensuite, au niveau matériel, c'est une RC tri de 9 mètres classique. Après, il a une bineuse en 6 rangs. Il a donc son chisel avec roue de terrage. C'est un rouleau plein, ça il l'utilise pas mal pour faire les faux semis. Puis ensuite il a du matériel de tri, trieur maraud, trieur rotatif. Il stocke en cellule ou en benne ou en big bag. Et ensuite il a donc sa presse avec un filtre à plaque. Et au niveau commercialisation, donc je vous le disais, il essaye de récolter le plus en sec possible pour pas avoir à sécher ou à ventiler. Et ensuite vente directe à des magasins, restaurateurs et à la ferme de la lentille et du pois chiche. Alimentation humaine. Il transforme l'huile donc de colza, de tournesol, de lin et un petit peu de lin et de caméline qui vend aussi en direct. Il vend les tourteaux aussi à des éleveurs et ensuite il vend donc son blé tendre et son sarrasin à des meuniers bio ou en coopérative s'il trouve le prix intéressant. Et donc le triticale ensuite il le vend en direct à des éleveurs. Et donc là ensuite je vous ai remis un peu le processus de nettoyage, de tri avec les pertes, de stockage en big bag, et puis ensuite de valorisation donc de sa lentille qui vend à 4,50 € le kilo et de son pois chiche à 3,50 €. Pareil si vous avez des questions. Et ça c'est sur l'huile.
Donc de la même façon, j'ai mis à peu près les rendements en huile qu'il fait sur le colza, tournesol, caméline et lin, les rendements qu'il a en tourteau, et puis les prix des huiles qu'il vend à peu près, et les prix des tourteaux ici. Voilà. Et donc là, c'est un récapitulatif de toutes les cultures qu'il a dans sa rotation, avec aussi les couverts végétaux qu'il fait. Donc ça, j'ai mis en gros les coûts d'implantation des couverts végétaux et les coûts des semences. Donc au final, dans son système, il sème la févrole à 200 kg hectare. Le trèfle à 20 kg, c'est moins cher au final d'implantation d'un couvert. Au niveau de ses conditions climatiques et de ses sols, ça peut même être plus intéressant parce que le couvert a un peu plus de temps que la févrole qui sème des fois tard. Il l'a semée il n'y a pas très longtemps. Elle n'est pas encore sortie, je crois. Donc une févrole semée fin novembre, au niveau de développement de la biomasse, ça peut. Enfin voilà, c'est peut-être plus intéressant les trèfles violets dans des céréales d'hiver au printemps, si c'est réussi, puisque ça réussit pas toujours. Et donc voilà. Et j'en ai terminé avec ma présentation, et donc voilà. Merci de votre attention, et si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas. Non, c'est bon. Vous êtes endormi ou il y a une question? J'ai speedé. L'enrobage des graines. Expliquer l'enrobage des graines. Alors, en fait, il a commencé à acheter déjà le produit tout fait, qui est un produit commercialisé en agriculture biologique, qui est vendu, je crois, en élevage et même pour stimuler la vie du sol. Et comme il pensait qu'il pouvait le produire lui-même, il s'est mis à en faire un petit peu, il a trouvé un peu des recettes, et effectivement, il enrobe toutes ses semences avec ça. Et au niveau vigueur germinative, je sais pas si ça a un effet mais lui ça lui convient en fait, il trouve que c'est intéressant et que ça donne peut-être un plus pour l'implantation de ces cultures au départ. Donc voilà. C'est dommage qu'il soit pas là pour expliquer l'avant quand il le faisait pas au niveau développement et puis l'après maintenant avec son expérience. Mais voilà.